Retour sur le plateau pendant que Maxime Savary continue à faire rigoler ses petits copains. On va parler cette fois-ci de syndicalisme. On parlera aussi de l'élection du 6 décembre. On va voir ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir messieurs. Alors on va commencer par Maxime Savary qui va lui présenter le plateau. Alors à côté de moi, Agégidam Venance. Jean-Luc Grondin, Borély Philippe, Damois Didier et Dupuis Alexandre. D'accord. Alors, on disait que le 6 décembre, il y a cette élection qui concerne bien sûr le personnel de la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, on a abordé plusieurs sujets depuis. On va parler de la formation de manière générale. On essaiera d'y intégrer tout ce qui est le public porteuse de handicap. D'abord, aujourd'hui, quand on regarde, est-ce que tout est mis en place pour que la formation du personnel de la fonction publique se fasse? C'est-à-dire, aujourd'hui, au niveau de la fonction publique, nous avons le CNFPT qui a la mission de former les agents territoriaux. Mais il fonctionne sur un catalogue de propositions de formation. Mais vu l'évolution de l'informatique, du numérique, ce catalogue devient un petit peu obsolète. Et nous, au niveau de la CGT-FPT, on a réfléchi sur des propositions nouvelles qui reçoivent actuellement un accueil très, très favorable, même jusqu'au haut niveau de l'État. D'accord. Alors, dans vos différents secteurs d'activité, la formation, c'est quoi pour vous? En tout cas, dans mon secteur, puisque je m'occupe, entre autres, dans une collectivité, de tout ce qui concerne la partie réglementaire, sécurité des manifestations, entre autres. Donc là, il y a une partie importante, et c'est vrai qu'au niveau CFPT, on a quelques informations quelques formations qui sont données dans ce secteur, mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez, puisque après, c'est vraiment des choses spécifiques, très précises. Et on essaie de faire des recherches à titre personnel pour voir un peu ce qui peut se faire sur le territoire même national. Mais c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui. Je vais continuer le tour de table. Après, je reviendrai sur une question assez personnelle. Évidemment, la question, c'est aujourd'hui, quand on parle formation, c'est encore du clientélisme ou bien... Tout à fait, puisque... Allez, on prend un cas personnel. Moi, j'ai été débarqué dans un autre service. J'ai aucune formation sur mon nouvel emploi et je me retrouve sans aucune connaissance, sans avoir été formé, sans avoir été... On m'a même pas proposé cette formation. Voilà le cas. Le souci, c'est ça. Et il y aurait aussi la problématique, je voudrais peut-être apprendre autre chose, faire une autre formation de par rapport à la branche que je suis dedans. Et on nous dirige toujours dans la même branche. Est-ce que la question est pour tout le monde, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui que vous avez les moyens de dire voilà, d'aller voir votre chef de service et de dire voilà, je veux cette formation-là, et est-ce que ça va être accepté? Non, il y a énormément de gens qui restent en rade concernant la formation. Par contre, il y en a d'autres, eux, ils ont formation sur formation. Donc il y a vraiment une disparité envers les agents. Discrimination, tout à fait. C'est pareil. Demain, où on a envie d'avoir une formation, je pense qu'on peut aller demander ou pas? Quand on demande, il faut qu'on attend de certains temps et des fois, la date est dépassée et on ne peut plus faire la formation. D'accord. Et comment il faut demander pour être sûr qu'il y ait Koutao? Déjà, c'est faire la demande par écrit. Et puis, il faut à chaque instant être derrière. D'accord. Et là, il faut... amener un petit cadeau pour le responsable? D'ici là, non. Là, même. Faut pas... Non? Faut pas trop pousser, comme on dit. Pas trop pousser? Voilà. D'accord. Pareil, Jean-Luc, en fait, c'était la question, surtout, c'est de dire, c'est vrai aussi, c'est aussi difficile, parce que nous peut parler aussi un peu des personnes porteuses de handicap. Pour vous autres, pareil ou c'est le même problème, même problématique? En fait, pour une personne non porteuse de handicap, c'est déjà difficile. D'accord. Et encore plus difficile pour une personne porteuse de handicap,
parce que en fait, la reconversion n'est pas facile déjà lorsqu'on est porteur de handicap. Et donc trouver un nouveau métier pour les personnes, donc c'est déjà difficile, et les former, c'est encore plus difficile encore. Donc les propositions de formation, de poste et de formation sont, il n'y en a pas beaucoup dans la fonction publique. D'accord. Et chez vous, on en a un peu là, quoi Chez moi, il n'y en a pas beaucoup non plus. Parce que moi-même, mon cas, je prends mon cas personnel. À chaque fois, je forme moi, ben, on n'a pas une solution. Parce que moi, j'ai un métier un peu spécial, quoi. Et comme disait le camarade Maximin, les catalogues, d'année en année répétitifs. On n'a pas vraiment de nouveautés qui correspondent avec les autres métiers, quoi. Et justement, puisque les métiers y évoluent, c'est pas simple, la fonction publique, aujourd'hui, il cherche de plus en plus la polyvalence, apparemment. Aujourd'hui, d'abord, de manière réglementaire, quelle est la ligne de règlement qui précise qu'un fonctionnaire de la territoriale a droit à une formation Maximin Savary? Il y a... réponse, Il y a une formation obligatoire de 5 jours. Et après, il y a normalement la professionnalisation en formation. Mais c'est rare que ça se fait. D'accord. Alors, il y a deux faisceaux. Il y a la formation continue tout au long de la carrière. Et cette formation continue tout au long de la carrière, c'est au minimum 2 jours sur 5 ans. Et après, si c'est quelqu'un qui a là, je parle pour les agents fonctionnaires. Et si quelqu'un qui a une formation, qui a un statut de responsable, là, il est obligatoire d'avoir 5 jours de formation. Ça, c'est issu des textes régissant la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, chaque agent avait le droit à son DIF, mais le sigle à DIF, c'est droit individuel à la formation. Ça a été remplacé par le CERF, je crois. Donc c'est le contrat, c'est que chaque agent doit aller en formation. Ça, c'est un point. Nous, au niveau de la CGT, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les métiers évoluent. Donc les métiers évoluent, comme disait le camarade Venance. Il faut répondre à cette formation et préparer l'avenir. Or, malgré nos alertes, rien ne se fasse. Et on a vu que lors de sa campagne électorale, le président Macron avait dit qu'il mettait la formation au centre du débat. Il disait qu'il allait consacrer 15 milliards sur son quinquennat. Donc nous, à la CGT, on a pris tout ce qu'il faisait. Et on dit aujourd'hui, notre constatation, il faut qu'il y ait un pôle d'excellence en matière de formation. C'est-à-dire qu'on donne à la mission de ce pôle, doit être confiée toujours au CNFPT, mais qu'il faut adjoindre là-dedans l'Université de La Réunion, le centre de gestion qui gère la carrière des titulaires, et à côté de cela, les 2 chambres consulaires, c'est-à-dire chambre de commerce et chambre des métiers. Ça ressemble plus à une mise en concurrence, non? Non, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on fait appel à ce qu'on appelle l'alternance dans les services, que ce soit de l'État, mairie ou hôpitaux. Mais le problème, c'est que l'agent, par exemple, si on prend un jeune cuisinier qui est en train de se former à la cuisine collective, donc il va recevoir avec le Centaure une formation pratique, théorique et pratique. Quand il arrive dans sa collectivité, on va le mettre en cuisine, mais il n'a pas cette formation liée à son environnement professionnel. C'est-à-dire, il ne connaîtra pas comment est élu le maire, comment est fait un budget, qui dirige, quel est l'organigramme de sa ville, etc. Donc nous disons, pour qu'il y ait une véritable formation qui puisse profiter à l'agent, il faut qu'il y ait ce pôle d'excellence qui donne les outils aux jeunes pour pouvoir arriver. Et ça, c'est applicable aussi aux anciens qui sont en poste, qui permet, et ça va dépendre de ce que la loi de 2016 a mis en exergue, c'est la GPEC, la gestion, emploi et compétences dans les collectivités. Chaque collectivité doit mettre ça en place. Ça veut dire quoi? On va déterminer les postes à pourvoir dans la collectivité.
Et en fonction, on va adapter l'outil formation pour donner les moyens au personnel d'accomplir les tâches. Et là aussi, on va permettre aussi, l'agent va faire son projet professionnel et ça va permettre une mobilité interne dans la collectivité. Messieurs, vous avez entendu ce que disent les textes. Dans la réalité, comment ça se passe? Un peu plus compliqué. C'est-à-dire? Un peu plus compliqué puisque il faut mettre tout ça en branle. Hein. Donc il y a peut-être une volonté, mais je pense qu'elle n'est pas assez présente. Il y a pas assez de moyens, de possibilités pour les agents de se former réellement sur toute cette partie-là, justement, toute cette connaissance générale de la collectivité, des collectivités. Depuis que vous allez en poste, quel a été votre chemin de formation, votre parcours de formation? Ça, pour ma part en tout cas, ça a été des formations qui sont arrivées au coup par coup par rapport à mes prises de fonction, changement de mission, des choses comme ça. Donc après c'est pareil, hein, on est mis sur des postes où on postule pour des postes. Il n'y a pas obligatoirement des formations a priori, donc c'est plutôt sur l'après ou pendant la prise de fonction où on essaie de se battre pour avoir des formations pour pouvoir justement remplir ses missions au mieux. D'accord. Et dans la réalité, qui a fait un vrai parcours de formation là, parmi les autres? Qui a eu un vrai parcours de formation? En fait, lorsqu'on passe un concours, on est reçu à un concours, donc on a une formation obligatoire. Donc, et là, on voit toutes les composantes des collectivités, depuis les élections jusqu'à l'organisation du travail dans les collectivités, les droits, les devoirs, etc. D'accord. Est-ce que quelque part, quand on dit formation, ça veut dire déjà être titulaire de son poste ou on est en stagiarisation? Pendant l'année stagiaire, on doit faire un certain nombre de formations. Mais ça amène vers ce qu'on appelle la titularisation. C'est-à-dire, ça valide un peu la phase stagiaire. C'est-à-dire, on a un certain nombre d'heures de formation à réaliser. Ouais. Et donc, il faut obligatoirement réaliser ça pendant l'année stagiaire. D'accord, oui. pour être plus clair, c'est quand la personne a été reçue à un concours, soit rédacteur ou attaché. Donc, il y a une obligation d'un an de stagiarisation. Si l'autorité territoriale, maire ou président d'Interco, souhaite le nommer, il signe son arrêté de stagiarisation. Et pendant cette année de stagiarisation, il a obligatoirement à faire des formations. Auparavant, quand le CNFPT avait les moyens financiers, à chaque concours, il y avait une FIA, une formation initiale à l'adaptation à l'emploi. C'est-à-dire pendant un an, une semaine par mois, il y avait une formation thématique. Depuis quelques années, on a baissé le financement du CNFPT qui est financé sur le 1% de la masse salariale. Et on a la nomination et c'est à l'agent de faire des formations en fonction du catalogue et en fonction des disponibilités de la mise en place de ces formations-là. Donc ça veut dire que au bout il y a plus obligation pour l'agent de transmettre, parce qu'avant il fallait transmettre un rapport sur tout le parcours de formation. Et c'est là où on prenait l'arrêté définitif de titularisation. Or, ça a été plus ou moins supprimé parce que le CNFPT n'a plus les moyens financiers de soutenir une formation de ce type. Est-ce que au bout, la titularisation, c'est un petit peu l'obstacle principal qui empêche les collectivités à mettre en place de vraies formations et de mettre un parcours vers la titularisation? À mon sens, tout le monde dit non, alors pourquoi? Tout simplement, après c'est une évolution de carrière, hein, la titularisation, pouvoir se placer clairement au sein de la collectivité et pouvoir faire cette mission, c'est une chose. Mais la formation, je veux dire, elle rentre en compte que ce soit quand on est titulaire ou non titulaire. C'est pas obligatoirement le fait d'être titulaire qu'on est formé ou pas. C'est vraiment la formation, c'est pour tous les agents de la collectivité. D'accord. C'est vrai pour tout le monde? Oui, c'est vrai. Alors, dans ce cas, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas conflit? Parce que malheureusement, quand on veut une formation, parfois il faut aller au conflit, il faut aller à l'affrontement pour pouvoir imposer ses idées. Comment
mettre en place un projet de formation sans créer de conflit avec sa collectivité? C'est difficile par rapport au nombre d'agents qui peut être formés en même temps. Il y a comme une sélection, je ne sais pas c'est qui sélectionne, si c'est la DRH ou quoi, mais il y a, comme disait Didier tout à l'heure, il y a des gens qui font toutes les formations, quoi. Et on a d'autres qui font zéro. Et c'est là où le bas blesse. Ils peuvent faire leur demande, mais il y en a qui ils prennent les demandes de formation, et il y en a qui sont écartés, et il y en a qui... D'accord. Alors, il y a les catégories. J'ai dit, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont les moyens d'aller demander. Oui. Et puis, il y a ceux qui resteront toujours derrière Voilà. et qui n'oseront pas affronter la hiérarchie. D'abord parce qu'ils sont en situation précaire, ils ont des petits contrats et qu'ils ont peur aussi. Il y a ce public qui a peur d'aller solliciter ce que le droit leur réserve. Et comment faire justement pour ces personnes qui n'auront jamais le courage finalement, et surtout parce qu'ils ont peur de perdre leur travail, comment faire pour aider ces personnes les plus fragiles finalement? Non, mais c'est plus par rapport au métier. La formation est plus sur les administratifs que sur les techniques, par exemple. Le catalogue dont on parle de CNFPT, ben, il y a la moitié, peut-être même plus, administratif. Et une petite partie comme ça pour les techniques. Et c'est ça qui pose problème parce qu'il y a peut-être beaucoup plus d'employés techniques qu'employés administratifs. Ça, c'est l'histoire vos positions sont bien sûr, j'allais dire, logiques en matière de réglementation. Mais on sait très bien que les maires en place, les majorités municipales, mettent toujours en avant la baisse de budget parce que ils peuvent pas soit CDiser, soit titulariser. On voit que c'est un problème d'argent. Pour vous, est-ce que c'est un problème d'argent ou pas? Non, c'est pas un problème d'argent. Comme je disais, c'est plus un problème de personnage, quoi. Parce qu'un maçon, par exemple, quand il fait une formation dans une année, il ne va pas refaire encore 4-5 formations. Mais un administratif, le catalogue est fait avec toutes les dates pour qu'il puisse choisir 2 ou 3 formations. Mais là, quand on parle de ça, là, quand notre camarade parle de ça, sans mettre encore de CNFPT, c'est ce qui existe actuellement. Nous, aujourd'hui, on a réfléchi. On a réfléchi parce qu'on dit souvent que les choses sont en train de bouger. Bon. Les choses sont en train de bouger sans lier de la marque de café après le 6 décembre. La situation sera autre parce qu'il faut absolument que l'administration du territoire fasse sa mutation. Et la gestion de la ressource humaine, faut elle aussi change. Et comme je vous disais tout à l'heure, on propose le pôle d'excellence en matière de formation, on propose aussi la création d'un IRA pour la formation des cadres supérieurs. Un IRA, c'est un institut régional d'administration. Et nous avons interpellé le Premier ministre et aussi le président de la République qui nous a répondu que nos propositions vont dans le sens d'une professionnalisation et qu'il adhère. Donc aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre cette nouvelle politique, cette nouvelle donne en matière de formation. On l'a fait ce constat, ce qu'on est en train de parler, on a fait ce constat. On a regardé. Maintenant, il faut passer à la chose supérieure. Il faut penser que il y a le tout numérique qui arrive, il y a l'intelligence artificielle qui débarque, on a le télétravail qui arrive. Donc il faut qu'on soit à même d'entrer dans cette mutation de nos sociétés. Et aujourd'hui, les outils qu'on a actuellement sont obsolètes. Il faut proposer autre chose. Et nous, la CGTA, nous, on le propose dans le cadre des élections du 6 décembre. Et si on insiste auprès des agents de la fonction publique territoriale, titulaires et non titulaires, de nous rejoindre pour défendre ce poste-là qui est primordial dans la sauvegarde du service public réunionnais. Didier Lamour, les élus sont prêts à entendre ce genre de discours? On a rencontré pratiquement, je dirais, les 2 tiers des élus de La Réunion. Comme disait Maximin, on a même eu un retour du président de la République, confirmant que notre démarche, c'est celle qu'il attendait.
et qu'il fera le nécessaire. Par Ça, contre, c'est votre démarche, Voilà. mais la démarche des collectivités. des collectivités, ben, c'est pour la première fois qu'ils se retrouvent devant un syndicat qui leur fasse des propositions en ce sens, pour pouvoir évoluer. Par contre, la donne, la vraie donne dans l'affaire, c'est que on nous attend tous au 6 décembre, et avec l'espoir que la CGT soit vraiment loin devant tout le monde, pour pouvoir enclencher tout le travail en profondeur qu'on a mené concernant ce rapport, ce document. Je le remonte encore une fois à la caméra. Messieurs, est-ce que ce genre de discours, vous arrivez à le faire entendre, vous, à votre collectivité? C'est vrai que faut dépasser le stade de notre propre, on va dire, carrière immédiate, hein, parce que l'objectif, c'est regarder un peu plus loin et voir comment va évoluer le carrière de chacun. Est-ce que vous regardez tous dans la même direction? Est-ce que vous avez tous, oui, est-ce que vous avez tous le même objectif? Parce que ce que vous dites, je veux dire, va dans le sens de donner un vrai statut social à l'employé communal, surtout ceux qui sont toujours en situation précaire. Mais on se rend compte que, d'une part, on est à un peu moins d'1 an et demi des municipales, qu'il n'y a plus de contrats aidés, que le maire ou le conseil municipal a besoin souvent, je ne crois pas que ce soit tout fait pour tout le monde, mais à une grande majorité, la collectivité a besoin d'avoir une clientèle électorale. Comment vous, dans ce que vous vivez au quotidien, comment vous pouvez concilier les besoins d'un côté, la nécessité de l'autre? En fait, nous, on ne regarde pas le côté clientéliste des Oui, élus. vous ne regardez pas, mais vous le vivez Voilà. quand même. Voilà. C'est Vous vrai vivez que avec ça. c'est une réalité, et demain, il faudrait que chaque agent soit un professionnel dans sa collectivité et que soit libre dans sa carrière et puisse évoluer librement. Il est simple, nous l'avons dit et nous le disons, sans langue de bois, aujourd'hui, aux différents maires qu'on rencontre, la CGT FPT n'est pas pratiquement connue. Donc, c'est pas la voix de son maître. Il vient pas vendre quelque chose, penser dans des bureaux parisiens ou à La Réunion. Là, on dit aux différents maires, pour la première fois, les élections professionnelles ont lieu avant les élections municipales. Aujourd'hui, il y a une demande de professionnalisation de la base. Écoutez vos employés. Vos employés sont des électeurs de votre ville. Et les plus jeunes sont les nouveaux électeurs. Ils ont de nouvelles attentes. Et le clientélisme est en train de fondre comme neige au soleil. Parce que, au-delà de ça... Parce qu'il n'y a plus de contrat aidé? Au-delà de ça, le contrat aidé, nous disons le contrat aidé, c'était un leurre, ça. C'est parce que, à un moment donné, on a certaines collectivités ont utilisé les contrats aidés sur des postes statutaires ouverts dans le tableau des effectifs. Aujourd'hui, la donne est nouvelle, c'est que les agents réfléchissent. Il y a Internet, il y a Facebook, on peut aller partout, on peut surfer sur Google, on a en connaissance les textes de loi. Donc aujourd'hui, le contrat aidé, qui était un palliatif, je vais vous donner un exemple, nous. Aujourd'hui, nous avons la restauration scolaire qui embauchait énormément de contrats aidés. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des gens, de la main-d'œuvre pour faire la vaisselle, etc. Nous disons, la menace aujourd'hui, quand il n'y a plus de contrats aidés, c'est l'externalisation, c'est-à-dire la privatisation. Nous disons aujourd'hui, nous opposons à ça. Comment faire alors? Changer de mode de fonctionnement. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une cuisine qui fonctionne avec des produits bruts, allons faire fonctionner la cuisine avec des produits de 4e gamme semi-finis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu d'avoir la salle de légumerie, où on nettoie la parlementière qui épluche les pommes de terre, etc. On a des légumes qui arrivent en sachet prêts à emploi et mettre dans la marmite. Et là, on passe à une cuisine d'assemblage. Mais pour arriver là, il est hors question de pénaliser les agriculteurs. Vous savez bien que les agriculteurs sont venus sur votre plateau, les hommes politiques, baisse de quotas sucriers. Eh bien, on dit les agriculteurs, diversification. En produisant selon un cahier des charges bien précis, ils livrent à une unité à construire, unité de production de 4e gamme,
Et c'est cette unité de production de quatrième gamme qui va embaucher les candidats de contrats aidés qui ne sont pas formés. Parce que, Monsieur Ramoudou, est-ce que vous avez vu déjà dans l'assiette d'un gamin à la cantine une tranche d'ananas Victoria qu'on vend sur tous les plateaux de télévision? On en parle. On en parle, mais on n'a jamais vu. Pourquoi on n'a jamais vu? Parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre pour éplucher les ananas. Donc, nous disons là, on est quand même, soyons honnêtes, on est sur le coup. C'est-à-dire que les lots qui sont demandés à chaque début d'année scolaire par les mairies, c'est que demain, si on prend l'ananas Victoria conditionné, est-ce que ça coûtera pas trop cher? On fait des économies d'échelle, M. Ramoudou. Au lieu d'avoir la légumerie avec les surfaces d'investissement, on supprime cette partie-là. On distribue le coût. Le coût du personnel est basculé sur l'unité de production. Et on assure une sécurité alimentaire aux parents d'élèves pour leurs enfants. Parce qu'on va respecter à la lettre les textes de loi en matière de restauration collective. Il n'y aura pas de surcoût parce qu'on aura moins de dépenses sur une cuisine centrale qu'actuellement. Parce qu'actuellement, il nous faut une salle de préparation froide, une légumerie, et ensuite la cuisine, la grande batterie de cuisine. Ça fait du monde, ça. Ça fait du monde. Et là, puis on passe en cuisson à l'avance, c'est-à-dire liaison froide. On produit aujourd'hui pour manger jeudi. Donc ça veut dire qu'on a un gain dans l'amplitude de travail, on a un gain. Ça, c'est sur la cantine, la restauration scolaire, je vois bien. Tout à fait. Mais ça, c'est pour mettre en place, je veux dire, une vraie stratégie, une politique à long terme. Mais pour les autres services, les autres secteurs d'activité, comment, je veux dire, que ce soit pour l'agent administratif, que ce soit pour ceux qui travaillent dans les autres services, la situation, elle est différente. Il faudra quand même trouver un moyen pour que leur travail soit beaucoup plus pérenne et beaucoup mieux valorisé. Là-dessus, vous avez quand même des questions, je suppose. Des questions, oui et non, puisque là, le but dans mon service, en tout cas, c'est de pouvoir vraiment se perfectionner. Ça, c'est une chose. Mais quand je vois au niveau des collègues, c'est pareil. Il y a beaucoup, on a une grosse lacune sur certaines connaissances spécifiques, peut-être. Donc c'est au coup par coup, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a tout un travail au niveau formation, en tout cas toujours pareil sur la formation. Et peut-être à voir, puisque c'est vrai que en parlant de formation, on voit certains collègues qui n'osent pas. C'est pas la peur obligatoirement de la hiérarchie, mais bon voilà quoi, qui ont un certain âge peut-être, qui ne souhaitent. Ah non, moi, la formation, non, c'est plus pour moi, c'est plus de mon âge, j'attends la retraite. Non, parce que justement, ça peut permettre. Ou le de formation, pourquoi? Moi, personnellement, c'est sur tout ce qui concerne la partie vraiment administrative, pas le pouvoir police du maire, mais sur tous les risques, parce que c'est mon travail, vérifier tous les dossiers au niveau sécuritaire et réglementaire de tout ce qui se passe sur la commune. Mais aujourd'hui, justement, c'est de voir exactement tous les points. Il peut y avoir de tout. Il y a la législation qui a changé maintenant sur les drones, qui est applicable, puisque le drone, par exemple, ça se démocratise, mais c'est un risque très important aussi pour le public, pour tout le monde, pour monsieur tout le monde. Et les gens le savent peut-être pas. Nous aussi, on a certaines informations qu'on n'a pas, que maintenant on peut avoir avec des retours, que ce soit avec des services de l'État ou des choses comme ça, mais on n'a pas de formation spécifique à tout ça, à toute cette évolution, parce qu'il y a une évolution, cette évolution 2.0 sur tout. Surtout, pas que obligatoirement sur la restauration ou autre, c'est sur la vie en général. Mais est-ce que les employés communaux ont cette envie-là? Bien sûr. Déjà, les employés communaux eux-mêmes, ils peuvent permettre aux autres par le biais de la formation, d'apprendre des métiers nouveaux et aussi être utiles à la population. On l'a déjà parlé sur le plateau, nous prenons le cas des mairies annexes ou ailleurs, avec toute la dématérialisation qui arrive dans le secteur public. Aujourd'hui, il serait utile que les agents soient formés pour pouvoir aider cette population, pouvoir leur scanner leurs documents, mettre sur clé, faire de l'envoi de mails, payer les impôts ou autres.
mais ça va pas revenir sur un truc que m'a dit dernièrement sur le plateau. M'a la rendu moi compte sur le Bon Coin que notre des gens ils proposaient les autres services non, compte monnaie Sonnante trébuchante Ouais. pour pouvoir faire les déclarations des personnes âgées ou autres qui ne peuvent pas le faire. Mais ça, c'est un avenir pour les gens de la fonction publique, qu'on peut les former et qui rend service à la population gratuitement. Nous dit bien gratuitement parce que le service public, c'est le gratuit. Et n'a point de profit dans le service public. Parce que nous veut basculer tout dans le privé, mais le privé, il faudra qu'ils payent. Et il y a un certain nombre de gens, ils rappellent à autres la poste, etc. Il y a des choses qu'ils ne payaient pas, et aujourd'hui, les payons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous peut arriver aussi à du télétravail avec les embouteillages, avec tout le problématique que nous avons, l'essence, le prix du gasoil. Ça fait des économies du pouvoir d'achat pour le personnel, puisqu'ils pourraient travailler chez eux en faisant le même travail avec un contrôle des IR, donc moins de voitures, moins de dépenses et du pouvoir d'achat également pour l'agent. Mais il y a une pléiade de solutions. Le tout, c'est le vouloir et pouvoir mettre le point à l'endroit où on a besoin de ces gens-là. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous voulons amener que le service public reste un service public à la disposition de la population. Et ça, j'espère que la population le comprend, parce que si ils ne bougent pas, ils ne rejoignent pas la CGT-CGTR dans ce combat primordial, ils vont rester sur le carreau et ils sont obligés de tirer la monnaie de la poche pour pouvoir payer des services dans le privé. Voilà. Est-ce que le public est conscient de ce qui les attend ou pas? Je pense pas. Je pense pas, mais je veux dire, ils se rendent compte petit à petit des difficultés qu'ils vont avoir bientôt. Par exemple, le paiement des impôts en ligne. Voilà, il faut être connecté, il faut avoir un branchement Internet, etc. Et donc, alors ils vont être obligés de payer les impôts en ligne. Comment ils vont se débrouiller? Et donc, comme Didier dit, va apparaître des promoteurs privés qui veulent faire votre place et sous conditions payantes. De manière générale, est-ce que la fonction publique territoriale est formée justement à cette évolution-là déjà? Est-ce que cette fonction publique territoriale qui est aujourd'hui au travail, que ce soit en contrat précaire ou en statut déjà bien posé, est-ce que ces employés communaux sont déjà formés? Est-ce qu'ils peuvent répondre déjà à la demande du public? Il y a des services qui le font, soi-disant. Mais personne ne sait où se trouvent ces services dans la collectivité. C'est un petit peu comme... On appelait ça des écrivains publics dans le temps. Mais ça existe, le service d'écrivain public. Mais vous savez pas où ça se trouve? Non. Même vous, dans ma collectivité, je vous savez pas? Non. D'accord. Pas du tout. Et vous avez essayé de passer dans le perdu de vue? En fait, il y a quelques années, il y a 10 ans de cela, il y avait l'accent était bien mis sur l'accompagnement social. Mais le service public était bien mis sur l'accent sur l'accompagnement social et de moins en moins. L'accompagnement social, c'est ce qui perd du terrain finalement? Après, le public savait, il venait par exemple dans les mairies annexes et il savait qu'il trouvait du personnel. Mais c'est toujours du personnel précaire. Non. C'était des titulaires. des personnels mis à disposition de la population. D'accord. Mais l'une des choses qu'on n'a pas abordé dans ce cadre de cette formation, se former, oui, on fait des propositions, oui, mais là où on oublie une chose, c'est la mutualisation des moyens, c'est-à-dire la fusion des intercommunalités et la perte de compétences. Monsieur Hollande, qui était un champion, a fait la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. Il demande, il occasionne, il a incité la fusion entre interco. Et donc, il y a un élément qui occupe toujours l'actualité, c'est la fusion dans le sud de la CAS sud de la Civis. Donc, ça veut dire, si on fusionne, c'est pour avoir moins de personnel, plus performant. Mais puis de ce qui vont rester sur le carreau. Et c'est là qu'on pose le problème. On peut former, mais s'il n'y a pas une discussion au préalable sur l'évolution de l'administration territoriale de la Réunion, ça va poser problème et il y aura un problème social dans les années qui viennent. Donc aujourd'hui,
les maires seront un peu intéressés. Je leur demande de bien écouter nos propositions, de bien voir nos propositions, de les accompagner. Parce que là, il y a un risque d'explosion sociale. On va s'arrêter là, puisqu'on arrive au terme de cet échange. Merci, messieurs. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir. On a vu la formation. On parlera un peu plus des personnes porteuses de handicap dans la fonction publique la prochaine fois. On essaiera de voir un petit peu comment cette élection du 6 décembre peut, que ce soit au niveau de votre syndicat ou des autres syndicats que nous avons déjà sollicités, mais bon, on n'a pas eu de retour pour l'instant. Oui. Oui, j'oubliais de dire à tous les agents des collectivités territoriaux, de l'État, de la fonction publique hospitalière, le 6 décembre, en masse, voter pour les listes chez GTA. D'accord. Et moi, je disais que j'avais également sollicité les autres syndicats. J'espère qu'ils répondront à un moment ou à un autre. En tout cas, le débat est ouvert. On verra jusqu'au 6 décembre en discutant, voir quel avenir pour les employés de la fonction publique territoriale. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis.